Welcome to Lealot Podcast, a space for Jewish women to share the story behind the spark, how they encountered their inner light, nurtured it, and found the courage to let it illuminate the world. This is your space to rise, to shine, and to bring your unique light into the world. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lealot, où nous partons à la rencontre de femmes lumineuses qui élèvent le quotidien vers plus de sens et d'authenticité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Diane Bocara, une femme qui a évolué dans l'univers de la mode, un monde qu'on pourrait imaginer un peu superficiel, mais qui justement a su y faire briller une lumière nouvelle, la lumière de la connexion spirituelle, du raffinement intérieur. Et ce qui est admirable, c'est que Diane n'a pas gardé cette lumière pour elle, elle en a fait sa mission de vie. Inspirer, partager, accompagner les femmes francophones sur leur propre chemin en devenant une véritable porte-parole de la féminité juive, authentique, élégante et alignée avec les valeurs de la Torah. Et ensemble, on va découvrir son histoire, sa vision de la beauté, de la tzniut et ses conseils pour conjuguer élégance et spiritualité. Diane, bienvenue sur le podcast Léa Halot. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, comment ça va? Écoute, je vais très bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu nous contactes d'où? Où est-ce que tu es là aujourd'hui? Je suis à Paris, plus précisément à Neuilly-sur-Seine, là où j'habite. On est chez toi là en fait, tu nous invites chez toi. Absolument, on est dans la maison. Vous êtes Mais- bienvenus, vous êtes les bienvenus chez moi. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton accueil et de ton temps. Alors regarde, j'adore commencer cette petite interview avec une question Mhm. qui pour moi laisse un peu deviner quelle est la mission de vie de la personne. Alors si ta vie était un livre, quel en serait le titre? Quel en serait le titre? C'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire trouver sa voie. Ok, Trouver j'adore. sa voie. C'est l'histoire, tu vois, de quelqu'un qui naît dans une famille, qui naît avec, je fais un peu le roman, quoi, tu vois. Bien sûr, j'adore. Qui naît voilà, dans un univers, dans une ville, et qui part à la recherche de son intérieur, de son moi. Et elle va à la recherche du bonheur. Et pour trouver le bonheur, il faut qu'elle se découvre, il faut qu'elle travaille sur elle-même, et il faut qu'elle passe par différentes étapes de sa vie pour atteindre le but, tu vois. Et pour aller rencontrer de la lumière, donc la divinité, donc Hachem. J'adore. J'adore ce résumé du livre. C'est un bon pitch, ça me donne envie de lire le livre. Ouais. On va l'écrire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est-ce que tu viens? C'est quoi justement la ville dans laquelle tu es née? De quel type de famille tu viens? Bien, donc je suis née en banlieue parisienne, Mhm. dans une famille très aimante, euh, qui a également, voilà, enfin, mon père est israélien, ma mère est juive française, et effectivement, je suis née avec une sœur qui est pharmacienne, ma mère est prof de droit, mon père est chef d'entreprise, donc on est quand même dans des bases assez solides, voilà, où la réussite quand même, au Hachem. J'ai un très beau modèle de réussite autour de moi, féminin, masculin, et pareil pour ma sœur. Et je nais dans une famille traditionnaliste où effectivement la langue hébreu est constamment parlée à la maison, parce que mon père a ses associés, a ses frères aussi israéliens, ses associés sont israéliens, et donc je nais en fait dans une famille où vraiment le son de l'hébreu résonne, mais la pratique est très traditionnaliste. Et effectivement, j'apprends et je vois au fur et à mesure ce qu'est allumer les nérodes Shabbat. J'apprends les fêtes juives, et on s'arrête au Kiddush le vendredi soir. C'est un peu ça ma vie. Ok, d'accord. Donc, pour celles qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément francophones, traditionnalistes, puisque ce n'est pas partout dans la même chose dans les différentes cultures, ben, traditionnaliste, ça correspond à prendre conscience que oui, il y a Shabbat, on célèbre Shabbat d'une certaine manière, mais on ne respecte pas forcément les mélachot de Shabbat. On fait le kiddush, on mange en général un bon plat préparé par la grand-mère ou la maman, genre couscous boulette pour les séfarades ou gefilte fish pour les ashkénazes. Mais après, la vie redescend dans sa mondanité, entre guillemets. Il n'y a pas on reste pas forcément dans la kedusha après le repas, c'est ça?
Surtout, oui, effectivement, et surtout, je suis pas en école juive, je suis en école laïque. On est Ok. en banlieue, donc je suis la seule juive de mon établissement, où il y en a peut-être un, mais qui ne sait pas vraiment qui est juif. Et D'accord. mes copains et mes copines, ils sont musulmans, africains, chrétiens, turcs. Enfin, c'est ça l'univers dans lequel je grandis en primaire, collège et lycée. Magnifique, waouh. Et tu es la seule juive dans ton établissement quasiment, quoi. En tout cas, celle qui a conscience d'être de son judaïsme. Ouais, enfin non, je suis pas vraiment la seule, mais on est, je pense, 4-5 sur peut-être 500 élèves. Et je le vois à chaque fois, et c'est marrant parce que ça, c'est une blague qui tourne, tu sais, quand on fait les écoles, l'école non juive. On sait qui est juif quand le lendemain de Kippour, on fait la queue pour donner le mot, tu vois. Et donc, il y a 3-4 pèlerins juifs qui sont là, et on se dit, ah, tu vois, on parle pas spécialement ensemble, mais on s'est reconnus, on sait qu'on est dans la même team. Et voilà, il y a tout de suite une amitié, pas qui se crée, mais en tout cas, de la bienveillance à chacun des égards, tu vois. Mais c'est vraiment ça, je ne grandis absolument pas dans un univers religieux ni même juif en tant que scolarité. D'accord. J'ai envie de te poser une question. Comment est-ce qu'était ta perception de l'identité juive, justement, dans ton enfance, quand tu as grandi dans un monde tellement différent? Comment est-ce que tu percevais cette identité juive? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent à prendre conscience de leur identité juive depuis le 7 octobre, et ce n'était pas quelque chose qui les définissait auparavant. Et je pense que ça peut être intéressant que tu nous expliques ça. Bien, j'ai toujours eu conscience d'être juive. Mhm. J'ai toujours su que j'étais juive, non aussi par mes grands-parents, le fait que j'allais constamment en Israël, que j'allais également à Miami passer mes étés. Donc je voyais, j'entendais, je connaissais même les albums de mon père. C'était Harry Einstein, c'était Lior Narki. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment, je voyais tout le temps des signes. Soit des pochettes d'albums en hébreu, ce qui me ramenait à mon identité, où le Chabad du coin de la ville, tu vois, du 93, appelait ma mère et elle me disait, c'est les Louba, ils veulent qu'on fasse un don pour Rosh Hashanah. Et en fait, ils appelaient une fois par an. Ou sinon, il y a le rouge que ma mère elle m'a transmis, c'était il fallait offrir pour les fêtes de Rosh Hashanah des poulets. Des poulets et faire le don aux pauvres. Et donc, pour des familles, on aidait à la fin de la caisse quand on faisait les courses. Et donc, on aidait. Il y avait vraiment cet esprit de donner. Et c'est des petites balises comme ça où Hachem, il m'a dit, voilà, je te mets dans une famille, mais le travail, il va venir de toi, ma chérie. Tu vois? Je laisse des balises de pochettes d'albums hébreux. Voilà, où je te laisse vivre dans cet univers, mais il faut que toi, tu viennes à ma rencontre. Magnifique. Ok, top. Merci beaucoup. Alors donc tu grandis dans cette famille très instruite, éduquée, dans laquelle tu vois aussi une réussite féminine à travers ta sœur qui est pharmacien, ta maman aussi qui travaille, ton père qui travaille. Et donc tu termines le lycée et de quoi tu as envie, de quoi tu rêves? Je rêve de rentrer dans une maison de luxe. Je rêve de rentrer chez Chanel. Je rêve de rentrer chez Dior. Tu vois, tous ces beaux immeubles où il faut, par exemple, aller dans un musée et tu vois vraiment, par exemple, tu vas au musée Saint-Laurent, tu vas au Palais Galliera et là, tu vois vraiment la finesse et les détails. Et c'est vrai que quand tu grandis dans le 93, parce que moi, j'ai grandi dans le 93 à Villemomble, c'est à côté de Bondy, du Raincy, de Gagny, donc c'est vraiment une ville du 93 où tu dois prendre le RER si tu veux avoir accès à Paris. Si tu veux avoir accès à ta vie, il faut que tu passes par ce RER et tu passes par le Raincy, tu passes par Bondy, tu passes par Noisy-le-Sec, tu passes par Pantin et donc tu passes par toutes ces villes où t'as pas envie de vivre, clairement, genre. Et moi, mon rêve, c'est de vivre à Paris, c'est de découvrir. Voilà, j'ai pas envie de vivre en banlieue. Moi, mon rêve, c'est Paris, c'est la mode. Qui t'attirait dans le monde de la mode et de Paris? C'était le contraste avec le monde dans lequel tu étais à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait exactement qui te donnait envie? Pour moi, c'était l'accès à mes rêves. Voilà. L'accès à mes rêves, l'accès à me dire je vais me détacher de la ville dans laquelle je grandis, qui est bien trop loin de mon ambiance, qui est bien trop loin de qui je suis. Et même si effectivement j'y retourne voilà, très souvent parce que ma belle-sœur vit à Villemont, elle a acheté une maison là-bas. Et donc effectivement j'y retourne et ça c'est trop bien et je m'y sens bien. Mais c'est vrai que je ne... Mais ça je pense que c'est Pas vraiment le le... lieu à toi, quoi. C'était pas là où tu devais être à ce moment-là. Enfin, plus tard, en tout cas. Ouais, en fait, j'avais peur de me dire, euh,
si je reste là-bas, tu n'atteindras pas ton rêve. Enfin, je sais pas, c'est une idée de jeune fille, quoi. C'est propre à moi, tu vois. Mais effectivement, la banlieue, pour moi, c'était beaucoup trop loin de la vie que je rêvais. Donc, Ok, c'est pour ça que j'ai fait une étude de communication, qui était d'ailleurs hyper cool, qui était sur les Champs-Élysées. Donc, pour moi, voilà, je quittais, je prenais ce RER-là et j'allais sur les champs et je rencontrais des Parisiens, des gens de voilà, de toute ville aussi. Mais j'avais une nouvelle découverte. Je savais que ma vie, c'était pas là-bas, mais que c'était à la découverte de la vie, de la ville, je sais pas, de cette effervescence. J'avais besoin d'être dans l'ambiance. Et à ce jour, d'accord. j'ai tout le temps besoin d'être en ambiance, voilà, de faire des trucs. J'adore. Ok, top, j'adore. L'effervescence, l'ambiance et finalement cette attirance pour là où les choses se passent, en fait. Il Ouais, fallait que cette tu sentes assurance pour le beau. cette énergie qui t'attendait, que Mm. tu attendais de retrouver. Ok, alors tu fais ces études de communication et Ouais, ton rêve prend forme parce que tu rentres finalement dans une grande maison. exactement. Parce que après, je suis amenée justement après mes études à faire différents petits jobs en tant qu'hôtesse d'accueil. Et à un moment donné, la maison d'intérim dans laquelle j'étais m'appelle et elle me dit, tu as un rendez-vous, va en rendez-vous en entretien d'embauche chez Prada. Tu vas devoir être standardiste pendant 15 jours pour renforcer voilà, l'accueil pendant la Fashion Week. Donc moi, j'y vais, je passe mon entretien, je dis Prada, je dis, oh, c'est nul Prada. Je dis, franchement, c'est pas Chanel, quoi, c'est pas Dior. Moi, je veux Dior, je veux Chanel. Enfin, vraiment, je suis dans ce trip-là. Je me dis Prada. Non, mais c'est nul, quoi. Et après, effectivement, j'ai appris à aimer la marque, tu vois. Mais j'ai mis quand même une bonne année à vraiment comprendre aussi le message de cette marque, l'ADN de cette marque italienne, tu vois, qui est un peu plus rude, qui est un peu plus rance que Dior, que Chanel et paillettes. Enfin, on n'est pas du tout dans ce truc-là, mais en tout cas, on est vraiment dans le luxe aussi à l'italienne. Et donc, je passe cet entretien, je réussis cet entretien et donc je rentre chez Prada pour 15 jours en tant que standardiste où j'ouvre la porte, je sers des cafés et j'accueille les célébrités qui viennent pour leurs essayages et leurs rendez-vous. Et voilà, je suis plongée dans un univers. Et là, je me dis, mais trop bien, quoi. Je suis standardiste, mais c'est le rêve d'être standardiste. Allô, Prada, bonjour. Mais attends, mais ça, pour moi, c'est extraordinaire, tu vois. Et j'ai 21 ans à l'époque, je sors d'école. C'est ça, tu sors de l'école de communication, tu te retrouves standardiste, mais vraiment dans le lieu qui est en fait une porte vers le monde dans lequel tu avais envie d'entrer. Ah ouais, Et tu restes pas à la porte, tu vas rentrer dans l'établissement. ah ouais. Et tous les jours, je me souviens, je rentrais, donc je reprenais mon RER, je repartais en banlieue, et là, je racontais pendant peut-être 1 heure à 1 heure et demie tout ce que je vivais dans mon quotidien à mes parents. Et ça les faisait sourire parce que ils me voyaient tellement à fond. Ils auraient pu me dire, mais Diane, tu te calmes, enfin, tu sers juste le café en fait, tu appuies sur une machine espresso, on te demande un court, un long, tu réponds, enfin, genre, je commandais à manger, j'appelais des taxis, enfin, vraiment la standardiste, j'envoyais des emails, mais j'étais passionnée, quoi, parce que pour moi, j'étais en train de toucher mon rêve du bout du doigt, tu vois. Et je me suis dit, si tu es standardiste, bah, si c'est par là que tu dois rentrer pour réaliser ton rêve, sois la meilleure standardiste ever. Si tu fais ton café, sers un beau plateau, fais la Ouais. diff, tu vois. Et ça, c'est vraiment la différence. C'est vraiment la différence parce que ça fait partie aussi de notre judaïsme, en fait. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Mm. Camille t'a placé là, vas-y, à fond. Baruch Hashem. Et du coup, de standardiste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'étais diplômée, j'avais le diplôme d'attaché de presse. Moi, mon rêve, justement, c'était d'intégrer le service de presse. Et il y a une assistante presse, d'ailleurs, qui vivait un enfer là-bas sur place. Enfin, c'était pas du tout son truc, quoi. Et elle me dit, franchement, donc on en parle. Elle me dit, moi, je vais quitter, etc. Et donc, je prends directement, je saisis cette opportunité. Et c'est aussi ça, de catcher les bonnes opportunités au bon moment. Je comprends qu'elle part, donc le processus de recrutement pour la remplacer est lancé. Et donc moi, je saisis cette opportunité, je vais tout de suite chez la RH et je comprends que le poste est libre. Et donc, il faut la remplacer. Donc, je tape à la porte et je lui dis, voilà, je suis la standardiste. Bon, évidemment, elles me connaissent parce qu'elles m'ont recrutée.
Ça va dans le cadre de mes études, c'est mon rêve de rentrer. Est-ce que je peux faire un essai à la presse, sachant que je connais bien la maison, vous allez pas devoir me repitcher tout le processus, tu vois, parce que c'est une maison qui est très très compliquée à intégrer. Il y a énormément de choses à gérer et surtout l'humain là-bas est géré d'une manière, c'est l'armée quoi, tu vois. D'accord. On n'est pas du tout dans un truc où on vend des paillettes, c'est-à-dire moi on m'a fait des formations pour servir le café, le sucre il était à droite, la coupe elle était à gauche. Si c'était pas ça, enfin on venait me voir en me disant t'as pas fait le job. Ou on D'accord. m'a fait des formations pour faire tenir des crayons, 6 crayons sur la pointe. Enfin c'était vraiment un truc délirant, tu vois. Et donc il fallait que j'apprenne à faire tenir 6 crayons pour le rentrer dans le pot comme ça quand le big boss, donc Monsieur Bertelli à l'époque il arrivait, il fallait qu'il ait son cadre de travail. D'accord. Mais on est vraiment dans une ambiance où Monsieur Bertelli, donc le owner de Prada, c'est un homme hyper colérique. C'est une personnalité qui gère des milliards et des milliards de chiffres d'affaires et qui carrément interdit de rentrer sur enfin, sur son corner aux Galeries Lafayette parce que quand il va aux Galeries Lafayette, il casse tout le stand, tu vois. Donc on est vraiment dans un délire où tout doit être parfait. Quand il arrive avec Miuccia Prada, des affiches sont imprimées et sont distribuées dans toutes les boutiques, à tous les employés pour que s'ils viennent, on puisse les reconnaître et on apprend des phrases spéciales quand ils arrivent Pour les accueillir. pour leur dire, pour les accueillir si jamais on les croise et on ne doit pas parler dans les couloirs et on doit vite retourner à notre... Enfin, on est vraiment dans un univers quasi armé, quoi, tu vois. C'est étonnant. Et donc, c'est très intense. Il y a un... Et puis, tu arrives, c'est complètement aseptisé, c'est-à-dire tout est blanc, il n'y a pas de standard au milieu du space où tu arrives, tu as des petites caméras qui tournent, enfin, genre, et donc tout le monde à chaque fois regarde, c'est pas où s'il doit aller à droite, à gauche, et à ce moment-là, moi, je sors et j'arrive et je les accueille. Et donc, on est plongé dans un univers assez étonnant de la part du luxe, tu vois. Oui. Vraiment aseptisé. Et l'idée, c'est de se dire, c'est trop bien, parce qu'en fait, on me fait découvrir certaines choses qui aujourd'hui peuvent me paraître futiles, mais à l'époque, moi, je suis hyper motivée, quoi. Je suis là, je veux tout réussir, quoi. Et donc, justement, le processus est lancé. Je suis rentrée en tant qu'assistante attachée de presse. Il me donne ma chance. Au Hachem, je la saisis. Et ensuite, une belle lignée de 7 années s'inscrivent dans une carrière chez Prada. Ok, c'est top. Est-ce que tu as vu la main d'Hachem à ce moment-là? Où est-ce que tu en es spirituellement dans ton cheminement? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui donne du sens à ce moment-là dans ces 7 années? Est-ce que tu es célibataire? Tu es marié? Je suis célibataire. Je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis pas du tout religieuse. Je fais Shabbat depuis mes 16 ans, mais là, Shabbat pour moi, c'est pas le moment, tu vois. Si on me dit tu viens travailler pendant Shabbat, oui, je viens pendant Shabbat parce que là, je touche du rêve. Je touche mon rêve du bout du doigt et il y a personne, ni même Dieu, qui pourra m'en empêcher. Je suis complètement dans ce truc-là, quoi. Où voilà, je veux réussir. Je rentre dans ce trip-là de me dire, je lâcherai pas parce que c'est mon rêve. Donc Hachem, il est là, mais il n'est pas là, tu vois. Ok. Je vis pas avec lui à ce moment-là. Je vis par le sang, par l'identité, voilà, par Shabbat, j'essaie de garder ma cache-route et tout, mais Mais il n'est pas invité dans la picture, comme on dit en anglais, dans le tableau. il est là parce que je suis hyper spirituelle, parce que je l'aime vraiment très fort et que je sais que tout est lui. Mais il y a aussi voilà, à un moment donné, tu dis, OK, il n'y a plus personne, maintenant, il n'y a que moi. Et c'est l'ego qui prend tout de suite la cadence et qui dit, si je veux réussir, c'est par mes propres moyens et personne ne va me donner ma place, tu vois. D'accord. Ok. Et je rentre dans une compète, finalement, tout seul, quoi. Très intéressant. Mm. Vraiment. Et donc, 7 ans après, tu as 8 ans, plus ou moins. Tu restes chez Prada. Où tu en es un petit peu dans ta vie? Maintenant, tu as accompli 7 ans de ton rêve. Tu as atteint un certain niveau. Est-ce que tu es toujours dans la recherche de grandir dans ce rêve? Ou est-ce que tu as une envie? Ou est-ce que tu as conscience que peut-être ton bonheur, parce que tu m'as parlé de ta recherche de bonheur, ton bonheur, il n'est pas forcément là. Ça t'apporte pas forcément le bonheur. Où est-ce que tu en es là par rapport à cette recherche-là?
Alors déjà, je suis restée 6 mois en tant que standardiste. Ensuite, au bout de 6 mois, je suis passée en tant qu'assistante attachée de presse. Et ensuite, après, la fille pour qui enfin, que j'assistais en tant que manager du service de presse est partie. Et donc, moi, je l'ai remplacée. Et en fait, j'ai été plongée pendant à peu près 2 ans et demi toute seule à ce poste, à gérer avec des stagiaires, etc. Donc, en fait, je monte petit à petit les échelons. Et donc, je deviens manager vraiment de ce pôle que je vais développer aussi avec les influenceurs. Donc, je vais apporter mon expertise parce qu'à l'époque, je sors énormément, je vais dans toutes les soirées, les défilés, etc. Et donc, j'arrive à capter. Les influenceurs aussi comprennent que je travaille aussi chez Prada. Et donc, on est vraiment au début de l'influence des blogueurs. D'accord. Et là, Prada me donne ma chance et me dit, voilà, trouve-nous un panel d'influenceuses. Et donc là, je rentre vraiment dans ce truc-là à dire, voilà, elle est super, elle est bien, elle est luxe. Et donc, je m'occupe de l'homme, de la femme, toutes catégories confondues, donc ready-to-wear, enfin, prêt-à-porter, chaussures, accessoires. Et après, célébrités, où vraiment les célébrités viennent à Paris, je dois les habiller. Donc, j'ai habillé à peu près vraiment pas mal d'influence, enfin, de célébrités. Je peux aller avec Uma Thurman au Ritz où je l'habille. Je peux habiller Bella Hadid, je peux habiller Angelina Jolie. Rihanna va faire une tournée, donc on va travailler sur les outfits qu'elle va porter durant son concert. Lenny Kravitz, David Beckham, enfin vraiment, on est vraiment dans Avec un toutes panel les hyper international. euh, occidentales. Ouais. Et après, tous les acteurs français également. Et après, voilà, les voyages, les trucs hyper cool, donc les défilés, les avant-premières, bah, tout ce qui fait qu'ils font habiller la personne qui va représenter la maison, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que là, à ce moment-là, pour répondre à ta question, euh, Hacham, il est là, mais j'ai encore envie de travailler, j'ai encore envie de me dire, t'as pas encore atteint ton goal. Et en fait, il y a quelque chose, et c'est ça qui est bien dans ce podcast qu'on fait, c'est que là, je vais te donner vraiment des informations que j'ai jamais dit à personne. Sur le fait que, oui, j'étais en train d'atteindre mon goal, c'est-à-dire de devenir vraiment la manager et vraiment la personne, enfin j'ai atteint ce goal-là, d'être la personne clé en tant qu'attachée de presse chez Prada, mais j'ai vraiment beaucoup souffert pendant cette ascension-là. Souffert de pression, souffert par le qu'en dira-t-on, souffert par la manière dont les gens te parlent, la manière dont tes collègues te considèrent. Et j'ai vraiment envie de pointer la lumière, et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit en interview, et je pense que c'est ça aussi de faire des podcasts, voilà, de dire et d'aller sur certains autres points, de dire oui, le luxe, c'est super, c'est magnifique, c'est des strass et paillettes. Ok, tu peux être une super attachée de presse et gagner très bien ta vie, mais par contre, à quel prix? Bien sûr. Combien de fois j'ai pleuré dans ma douche? Combien de fois j'ai eu des poussées d'acné parce que voilà, trop de pression? Combien de fois des gens m'ont hyper mal parlé dans ce service-là? Ou des gens ont voulu me nuire? Je me souviens, voilà, des choses. Et ça doit être très tough. Et ça doit être vraiment une compétition terrible. Et j'imagine les filles, elles ont les griffes sorties très... Ouais, ça va même au-delà. Et en fait, c'est ça qui est magnifique après avec la tchouva dans laquelle on va aborder, c'est que quand tu fais tchouva, tu lâches tout ça. Et là, tu rencontres la lumière. Et plus tu vas dans la lumière, plus les choses, elles deviennent faciles. Et même au-delà de ça, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que pour moi, ces personnalités, ces managers-là, pour moi, c'était elles que je voulais être, tu vois. Parce que c'était pour moi elles qui représentaient la réussite professionnelle. Et en fait, ces personnes-là, aujourd'hui, je me disais, mais quelle méchanceté! Mais qu'est-ce qu'elles ont été méchantes dans leur âme pour pouvoir me savonner autant la planche, pour pouvoir... voilà, je me souviens, ma manager, elle est partie en congé maternité. Avant de partir, non mais j'ai été convoquée chez les RH parce que j'avais des photos de moi sur Instagram, donc il fallait cleaner mon profil. Maintenant, on parle enfin, vraiment de la vie intime d'une personne, tu vois. Bien sûr. Combien de fois, voilà, on m'a dit, je ne te paierai pas tes heures supplémentaires. Et donc, en fait, on m'a jamais payé mes heures supplémentaires. Mais d'un côté, j'avais peur même d'envoyer des emails au RH pour dénoncer aussi cette situation. Et en fait, on rentre vraiment dans un esprit carrément malsain de comment on va manipuler la personne pour pouvoir la faire rester, pour pouvoir lui dire, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et en fait, tu n'as pas le choix. Parce que si tu veux partir, tu as le droit. Et on me l'a dit, Diane, si tu veux partir, la porte, elle est grande ouverte parce que tout le monde rêve d'être à ta place.
Et ça, c'est dur parce que tu te dis, je peux en parler à personne. Si je dis, je vais monter une pression encore plus, avec elle, je vais mal m'entendre, avec mon manager, ça va encore plus clasher, mais moi, d'un côté, je veux réussir, et donc en fait, tu es dans un espèce d'engrenage où il faut te taire pour pouvoir réussir. Mais le fait de se taire, c'est s'annuler et perdre son identité. Et quand je suis rentrée chez Chloé, j'ai compris quelle était ma réelle valeur d'âme et quel était mon réel potentiel parce que en fait, j'ai travaillé pour des managers et après j'ai travaillé vraiment pour le top, tu vois, pour des Donc, en directeurs. fait, de Prada. Donc, juste pour wrap up a little bit, on est 7 ans chez Prada et la pression devient de plus en plus forte. Je crois qu'il y a même eu un film, Le diable s'habille en Prada ou quelque chose comme ça, Ouais. euh, qui devait être assez finalement, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine assez, qui décrivait un peu peut-être le quotidien que tu as dû subir. La pression, la méchanceté, le fait finalement d'être isolé dans un monde où chacun pour sa pomme, un petit peu. Et la pression, le manque de reconnaissance de ton travail, le manque de dignité, le fait de ne pas pouvoir parler aux autres de ce que tu vis, ça devait être vraiment très, très dur. Et donc, comment ça se passe la transition? Comment arrive Chloé dans l'histoire? Bah, Chloé arrive parce que du coup, je me fais virer de chez Prada parce que je vais au Festival de Cannes habiller donc une célébrité, Virginie Ledoyen, qui à ce jour, je l'ai revue plein de fois, même à Saint-Germain, boulevard Saint-Germain, elle me dit Diane, lâche pas, etc. Mais je j'ai jamais même osé lui dire, Virginie, tu sais que je me suis fait virer parce que je t'ai habillée, tu vois. Même ça, la honte de dire à quelqu'un, je me suis fait virer parce que et alors oui, tu dis, bon, c'est H&M, etc. Mais avant que je comprenne que c'est vraiment H&M, moi, pour moi, j'ai fait mon job, je suis censée l'habiller, je l'habille, elle est filmée, les caméras se tournent vers moi pendant le festival de Cannes, on me voit en train de lui attacher trois quatre boutons, et donc Prada se charge de cette vidéo. Donc les managers à l'époque, les directeurs, ils se chargent de cette vidéo. Cette vidéo est envoyée à mon insu et donc me fait bah, m'enroule les pieds dans le tapis et donc fin de carrière chez Prada, tu es viré, tu es remercié et tu dois quitter tout de suite la maison, quoi, parce que tu es apparu à l'écran. Qu'est-ce que Voilà, tu as ressenti à ce moment-là? pardon? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est quoi ton émotion? Est-ce que tu as l'impression que le monde s'écroule, que c'est injuste, qu'est-ce que tu ou Ouais, alors au contraire tu te sens peut-être soulagée même, je sais pas. pas du tout. Moi, mon monde, il s'écroule. Mon monde, il s'écroule parce que je me rends compte à quel point les gens peuvent être méchants. Je me rends compte que cette vidéo, elle n'est pas venue toute seule, que la personne qui l'a vue, elle aurait pu ne pas l'envoyer. Ça n'aurait jamais voilà, été un problème. Et les personnes voilà, mal intentionnées qui veulent te faire tomber parce que tu prends trop de place, parce qu'effectivement, ta carrière leur fait peur, ta réussite leur fait peur, et donc ils ont tellement peur et ils ont tellement que ça qu'effectivement, ils doivent envoyer des fichiers qui peuvent te faire tomber. Donc c'est ce qui se passe. Et donc voilà, je me fais virer, je me fais remercier, alors que bon, d'un côté, tu fais ton job et en plus, après, on te vire, donc tu es là, bon, tu sais pas trop comment prendre la chose. Moi, franchement, je vais pas te mentir, j'ai eu la rage. Je suis décontenancée, je pleure, je suis pas bien, je rentre en dépression. Enfin, vraiment, je fais des crises d'angoisse, je deviens claustrophobe, j'ai peur de la chaleur. Enfin, vraiment, et vraiment, à ce jour, vraiment, il y a certains moments où je ressens ces angoisses, tu vois. Et c'est ça aussi le Vitaprone dans H&M, tu te dis rien. Tout ça, c'est fini. Et maintenant, tu places ta confiance en Dieu. Et je te dis pas qu'on sort indemne de cette carrière-là. C'est magnifique, c'est extraordinaire tout ce que j'ai vécu, mais merci mon Dieu, merci Hachem, parce que j'ai vraiment compris ce qu'était vraiment la presse. Mais voilà, je me fais virer. Donc je me fais virer, je les attaque. Ce procès va durer à peu près 5 ans. Ok. Et je le gagne, effectivement, je gagne. Et ils sont obligés de me faire leurs excuses et de reconnaître que le fait de m'avoir viré était complètement infondé et que effectivement ils le reconnaissent. Mais ça, c'est 5 ans plus tard, ça, c'est des frais d'avocat en plus. Enfin, et au final, ma confiance en Dieu à ce moment-là, quand je me fais virer, bah voilà, comme je t'ai dit, je rentre en dépression, je suis pas bien, donc je pars en Israël, je pars à Ashdod me ressourcer chez ma famille. Et là, j'entame vraiment un cheshbon nefesh. Et là, à ce moment-là, quand je prends cette claque, je me rends compte qu'en fait, c'est la plus belle claque que Hachem, il ait pu me donner. Parce que c'est là où je vais pouvoir réveiller mon potentiel et je vais pouvoir comprendre quel est mon rôle dans la vie et jusqu'à quand je vais faire cette erreur de croire que tout vient de moi. Tu vois?
C'est très dur, c'est très dur. Et je pense que ce message, il peut aider beaucoup de femmes, Diane, parce que on a toutes ce moment, cette claque. Mm. Et on n'a pas toujours la chance de pouvoir, en fait, avoir la force de se dire, attends, mais je croyais que j'avais tout entre mes mains, je croyais... Il y en a qui restent et qui sombrent dans la dépression, qui sombrent dans l'angoisse, qui sombrent dans le fait que ben, leur monde s'écroule et donc elles vont s'écrouler. Elles n'arrivent pas à voir la lumière dans cette obscurité. C'est une grande force, en fait, de se dire, attends, je suis passée par là. En effet, ce monde dans lequel j'avais l'illusion de vivre, euh, en tout cas, j'avais l'illusion que ça, c'était mon monde. Il s'est écroulé. Et maintenant, j'ai la force de regarder à l'intérieur de moi. Et ça, c'est ta force et c'est ton choix. Et grâce à ça, en fait, tu vas rebondir. Et Hachem, à travers cette brisure que tu as dû ressentir, eh bien, Hachem t'a fait voir la lumière dans cette brisure. Regarde ce que je t'ai mis à l'intérieur de toi. Regarde cette Neshama Théora que tu as à l'intérieur. Et finalement, grâce à cette épreuve, il faut savoir, et je pense que c'est hyper important de partager ça avec nos auditrices aujourd'hui, qu'en fait, quand on est dans une épreuve, oui, ça fait mal. Ça fait mal, mais en fait, c'est dans cette douleur il faut tourner vers soi et vers Akadosh Baruch Hu, lever les yeux au ciel, bien évidemment, et se dire, OK, Hachem, tu m'as fait passer par là, mais c'est qu'à l'intérieur, je dois avoir les ressources pour aller changer en fait le tableau, changer la picture et voir ce qu'il y a réellement autour de moi, de quoi est fait mon monde. Exactement. C'est T'as tout dit. Mais voilà, il faut après avoir la lucidité de se dire, en fait, il m'a annulé, tu vois. Il m'a dit, je vais prendre ce qu'il y a pour toi de plus précieux actuellement, parce que bon, t'es pas marié, t'as pas de, voilà, t'as rien dans ta vie à part ton travail, quoi. Tu vois, bon, ta famille, etc. Mais ton travail, je sais que c'est sur ce sur quoi tu dois travailler, et c'est là où je vais pouvoir jaillir. Et donc, il m'a tapé dans la chose que que j'avais le plus précieux. Et tu sais combien j'ai travaillé, combien j'ai fait d'heures supplémentaires, combien je me suis tue pour arriver à ma place. Et donc, il a tapé dans ce que j'avais de plus précieux. Et quand on tape dans ce que tu as de plus précieux, tu passes forcément par des douleurs, par de la souffrance. Donc oui, bon, bah moi, à mon âge, 25, 26, 27 ans, voilà, Baruch Hashem, merci que c'était vraiment que par rapport à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu as des femmes qui sont touchées par beaucoup d'autres choses, voilà, par d'autres choses, la maladie, des divorces de leurs parents, des divorces, voilà, même, peu importe, toute souffrance. Mais Hachem, il faut savoir qu'il punit pas, qu'il n'y a pas de punition dans le judaïsme et que c'est que il faut simplement en fait lui laisser la place. Parce que quand on est trop focus sur soi-même, on oublie notre mission. Et moi, ma mission, c'était pas de réussir chez Prada, c'était de faire réussir à faire Dira Betartonim dans mon milieu professionnel. Et Dira Betartonim, c'est quoi? Faire résider la présence divine dans ton univers professionnel. magnifique. Magnifique. Et ça, c'est très important. Tu as dit à plusieurs reprises, j'ai dû m'annuler. Et en Oui. fait, peut-être que, tu sais, on parle souvent du bitoul. Le bitoul, l'annulation de soi, c'est un concept qui est super important parce qu'on fait de la place pour l'autre quand on annule son ego. Mais on va dire que même chez Prada, tu as dû faire du bitoul. Tu as dû t'annuler, mais en réalité, c'est pas pour la bonne raison. Et quand tu t'annules, mais pour la bonne raison, c'est-à-dire réellement pour faire de la place pour Akadosh Baoru, alors là, c'est là que la chayout, elle arrive. C'est là que la force de vie, elle reprend le dessus. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, dans ta mission de vie actuelle, tu as l'occasion de faire de la place pour l'autre, faire de la place pour, pas seulement pour Akadosh Baoru, mais pour les autres, puisque tu parles énormément, tu renforces, je sais pas comment on dit, empower les femmes, tu donnes la force aux femmes et le pouvoir aux femmes de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une femme juive. Et ça, c'est un élément essentiel, de comprendre que on s'annule, oui, mais on s'annule pas pour rien. C'est comme la leçon du buisson ardent qui brûle, mais il faut savoir pourquoi tu brûles. Tu brûles pas pour des paillettes, pour Prada, entre guillemets, pour l'ego. Tu brûles et tu ne te consumes pas lorsque tu t'annules pour Akadosh Baruch Hu et pour ta mission de vie. Donc ça, Exactement. c'est magnifique. Merci d'avoir partagé ça déjà. Et la prise de conscience également, c'est de se dire, OK,
et là, à un moment donné, j'ai pris conscience que donc j'ai parlé à Hachem, j'ai levé les yeux vers ce beau ciel, ce magnifique ciel. Je ne sais pas si les gens ont l'habitude de lever les yeux vers le ciel, parce qu'on est tout le temps en train d'avancer dans notre vie, mais quand on fait un stop et qu'on n'a pas justement on n'est pas drivé par rien, quoi, tu vois. À un moment donné, tu fais de la place, tu regardes autour de toi ce qui se passe, le bruit des feuilles, enfin tout, en fait, tout devient matière à redécouvrir, tu vois. Et là, je regarde Hachem dans le ciel et je lui dis, mais comment j'ai pu te laisser? Comment j'ai pas compris que elle, c'était rien comparé à toi? Et en fait, c'est un peu l'idée d'une orange, c'est-à-dire, chez Prada, on m'a pris en tant que un fruit mûr. Tu vois, quand tu presses l'orange, ça a un goût extraordinaire et plus tu le presses, plus ça sort. Et en fait, on m'a pressé pendant des années jusqu'à ce que j'ai plus de jus à fournir. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais arrivée au bout, quoi. Et ensuite, on a pris mon écorce, tac, on l'a jeté et on a remplacé cette magnifique orange pleine de jus, pleine de dynamisme et on l'a remplacée par quelqu'un d'autre. Et moi, ils ont jeté mon écorce, ils en avaient rien à faire de, de me dire j'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai fait du bon travail. C'était autre chose parce que maintenant, je devais la personne à battre chez Chloé, il fallait que je bouge. Et donc, ils m'ont viré. Et donc, c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est on va te presser, te presser, te presser et on va te laisser que la peau et tu n'auras plus rien à donner. Et la question, c'est chez Chloé, 2 mois plus tard, j'ai fait mon entretien pour être donc assistante de la directrice artistique, donc l'artistique director de chez Chloé. J'ai dit à Hachem, est-ce que vraiment je vais refaire les mêmes erreurs? Là, tu es en train de me donner un ICN, tu es en train de me donner une épreuve tu me redonnes accès à mon rêve, parce que mon rêve, il est toujours là. J'aime toujours la mode, j'aime toujours le luxe, et j'ai toujours envie de réussir. Mais j'ai dit, je te promets que là, maintenant, je vais te faire rentrer avec moi. Et je te jure que toutes les anges de mes filottes, ils vont m'accompagner, et tu vas voir, on va faire de grandes choses ensemble, Hachem. Et si tu fais en sorte que j'ai le job, eh ben, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et à partir de ce moment-là, les portes, elles se sont ouvertes. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai travaillé non pas pour des managers, mais pour des big, big, big directors, des fortunes. On parle de milliards, tu vois. Je gérais tout de leur vie. Et je me suis rendu compte que plus tu travailles pour des personnes qui ont ce pouvoir-là, ce background extraordinaire, plus ces personnes-là, elles te valorisent, elles te respectent. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en bas avec des gens qui voulaient vraiment te nuire, tu vois ce que je veux te dire? T'as un petit pouvoir, alors ils vont l'utiliser contre toi. Et là, je travaillais plus pour une personne, je travaillais avec une personne. Et en fait, j'étais la personne qui devait la faire reach son goal un peu, tu vois. Et donc, elle me donnait tout. Moi, je lui donnais tout. Et on a travaillé pendant 5 ans. J'ai travaillé avec deux artistic directors, Natasha Ramsey-Levy et Gabriella Hearst, qui d'ailleurs est américaine. Euh, C'était une expérience extraordinaire. Et donc, les deux m'ont suivi dans mon processus de tchouva. Parce que quand je suis rentrée chez Chloé, j'étais vraiment avec Akadosh Baruch Hu, et donc là, ma tchouva a réellement commencé. Magnifique. C'est très touchant. Je t'avoue que ça m'a mis les frissons d'entendre ça, que à travers donc cette épreuve, tu as souffert, tu as décidé de lever les yeux au ciel, de te dire, Hachem, c'est de toi que va venir mon aide, comme on le dit dans le Télim 121, d'où va venir mon aide, c'est toi qui vas m'aider et je vais te faire rentrer avec moi. Et c'est ça que j'adore, c'est l'idée, et c'est très important en tant que femme juive, on comprenne ça. Le judaïsme nous enseigne qu'il n'y a pas un monde matériel et une dichotomie et un monde spirituel. Non. En fait, la Torah, c'est ce qui allie à la fois le monde spirituel et le monde matériel. Et donc là, en fait, tu réconcilies les deux. Tu dis, voilà, mon rêve, Hachem, il me l'a donné, parce que c'est Hachem qui te crée ce rêve, pour que j'élève le matériel au spirituel. Donc, qu'est-ce qui vaut? Quel est l'élément que j'avais pas chez Prada? C'est Akadosh Baruch Hu. Au contraire, justement, on disait le nom du film, là, c'est Le diable s'habille en Prada. Là, au contraire, toi, tu te dis, attends, Akadosh Baruch Hu, si tu veux que j'ai ce poste, je fais rentrer, c'est avec toi que je rentre. C'est main dans la main. C'est toi qui m'accompagne. Et ça, je trouve que ça, c'est la plus belle leçon. C'est de comprendre que peu importe quel est notre rêve, parce qu'il y en a qui rêvent de la mode, il y en a qui rêvent d'être docteur, il y en a qui rêvent peu importe quel est le rêve de cette femme qui nous écoute aujourd'hui, sache que ton rêve, pour l'accomplir,
eh ben, il faut que tu mettes Hachem avec toi dans le rêve. Le rêve, il est là parce qu'Akadosh Baoru, il t'a donné ce rêve pour que tu accomplisses la mission qu'il attend que tu accomplisses. Et personne d'autre que toi peut l'accomplir. Il n'y avait personne qui pouvait rentrer chez Prada ou chez Chloé. C'était Diane. C'est quoi ton prénom hébraïque? Ruth. Ruth. Alors, c'est Ruth. C'est cette Neshama Tehora qui a été placée en toi, qui a amené cette lumière et qui avait besoin de passer par là pour amener cette lumière. Donc, le fait que toi, tu dises, OK, Hachem, je t'invite avec moi, je t'invite dans ma vie, il n'y a que toi qui peut Mm. venir avec moi dans cette vie-là. C'est en fait, c'est ça qu'il faut qu'on réplique, pas forcément dans le monde de la mode, puisque c'est pas, on n'est pas toutes là-dedans, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on tienne la main d'Hachem et qu'on avance avec lui. Exactement. C'est magnifique. Et du coup, elle t'accompagne, elle te respecte aussi, puisque du coup, toi-même, tu es aligné avec qui tu es. Donc, du coup, tu n'as pas la même, t'as pas la même résonance. Bah oui, et puis même la vision de ton N+1 sur toi n'est pas la même. Oui, et surtout, tu arrives avec des conditions. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Quand tu passes un entretien d'embauche pour une maison de luxe pour assister le directeur artistique de la maison, pour vous donner une idée, c'est un peu, tu vois, chez Chanel, le Karl Lagerfeld. Bah, en fait, c'est la même chose. J'assiste le DA de la maison. Et donc, l'artistic director, c'est celui qui crée la collection, qui salue à la fin de son défilé, et donc qui va puiser toute cette énergie pour justement lancer le business. Et moi, je suis son ombre. Je suis également la personne qui va aplanir les dunes devant lui pour qu'il puisse marcher et pour qu'il puisse atteindre son but. Et moi, ma mission, c'est de le faire réussir, tu vois. Et donc, on n'est plus dans une espèce de confrontation de petits managers, assistantes. On n'est plus du tout dans ça. On est sur comment on peut atteindre le but de cette personne. Et moi, je vais me donner à fond. Elle va se donner à fond et va naître de là une relation professionnelle extraordinaire. Même mes collègues n'y croyaient pas. C'est-à-dire que pendant que j'étais recrutée chez Chloé, parce que je faisais Shabbat, ils faisaient en sous-marin des entretiens d'embauche pour pouvoir justement me remplacer si le Shabbat n'allait pas tenir. Et personne n'y croyait. Mais moi, je disais, mais Hachem, si je dois faire Shabbat, maintenant, je ne vais pas faire Shabbat et je vais courir dans le métro justement pour rentrer chez moi. Je veux partir 2 heures avant. 2 heures avant, c'est énorme. Ça veut dire que si Shabbat à Paris rentre à 16 heures, tu dois quitter à 14 heures. Eh bien, je le disais. Et je n'avais aucun problème, tu vois. Et autant te dire que quand on était en fitting room avec les mannequins, le styliste, tous les stylistes et la DA, elle me disait, Diane, tu dois partir, c'est Shabbat. Ok, ok, Moi, j'y vais, tu vois. Et elle m'a toujours dit, allez, Shabbat Shalom, tu vois. Et donc, en fait, c'était un peu ça. Au début, ça a choqué les gens et au final, c'était vraiment rentré dans le collectif. J'étais en pantalon et tout d'un coup, je suis passée en jupe. Et après, j'ai expliqué et je disais tout le temps, non, mais ça y est, maintenant, je mets des jupes, je mets plus de pantalon. Et je demandais même à Hachem de m'aider à m'habiller en Chloé parce que, bon, bah, tu peux t'habiller chez Zara, mais t'habiller en Chloé aussi, ça demande voilà, des ressources nécessaires suffisantes en salaire. Et ça, c'était quelque chose que bah, tu peux pas te payer. Enfin, je veux dire, ça coûte tellement cher. Et donc, je disais à Hachem, il faut que je sois l'ambassadrice Newt en Chloé. Et pile poil, quand je demandais ça, les gens de la presse, les pierres, ils venaient, ils me disaient, Diane, on doit se séparer de certains looks. On a toute une collection qui est là en train de dormir depuis des années. Est-ce que tu la veux? Tu la partages avec ton équipe? Et donc, moi, je récupérais des racks et des racks entiers, des cartons entiers de chaussures, de bijoux, de prêt-à-porter. Et donc, je disais, Hachem, merci, parce que là, j'ai vu ce que je t'ai demandé, je vois que tu me récompenses, que tu me donnes accès justement à ce que je te demande. Et pour toi, Hachem, ça, c'est un cadeau. Et à chaque fois que je prenais une jupe, je disais, regarde, Hachem, j'ai peut-être pas la force maintenant de la mettre, mais maintenant, je vais la mettre. Et je vais pas choisir un pantalon, je vais choisir une jupe. Parce que c'est là ma voie. Autant que Ruth, justement, elle s'est tout annulée pour Hachem, je disais, je veux avoir le même parcours que lui, tu vois. Je veux être la tsniout de chez Chloé. Je veux te faire vivre chez Chloé. Et donc, ça, c'était valable avec le prêt-à-porter. Après, quand je me suis mariée, évidemment, quand j'ai fait Tchouva, je me suis mariée plus tard. Je me suis mariée à l'aube de mes 33, de mes 32 ans. Donc, c'était à peu près plus tard qu'une femme juive, normalement, elle se marie un peu plus, voilà, un peu plus jeune, etc. Et j'ai beaucoup prié pour rencontrer mon Mazal, à tel point que je pensais vraiment que j'allais même jamais tomber amoureuse, tu vois. C'était vraiment un autre truc, quoi. Et donc, HM, j'ai fait Tchouva. 5 mois plus tard, j'étais mariée, tu vois. Il y avait, voilà, c'était comme ça. Et donc, il m'a récompensé comme ça. Et quand j'ai dit justement, je me marie, ma boss, elle me dit quoi, Diane, je vais te faire un cadeau de mariage, je vais t'offrir ta robe de mariée. Et donc, elle m'a offert ma robe de mariée. voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit merci, évidemment. Mais je savais que c'était elle, c'était Dieu à travers elle.
Et j'ai dit merci Hachem. Et donc, quand tu vas dans la noblesse, quand tu vas dans la pureté, quand tu décides vraiment de te mettre au top pour Hachem et de dire, voilà, je vais travailler, ça va être difficile, mais je vais le faire pour toi parce que je t'ai promis de te faire vivre à travers mon univers professionnel. Hachem, il t'envoie pas que des habits, il t'envoie un mari, il t'envoie des enfants, il t'envoie une bite, il t'envoie des brachot. Et j'arrive à le capter maintenant et une relation très forte et très incroyable avec lui parce que j'arrive à le voir dans chaque petit quotidien, dans chaque petit geste, tu vois. Et merveilleux. Je suis très émue. Je trouve ça tellement beau, en fait. Et si ce message, il peut passer aux femmes de se dire, en fait, quand tu fais rentrer Hachem dans ta vie, tu te découvres toi-même aussi. Tu découvres cette partie, puisqu'on dit que la Neshama, c'est une Chelek Elokam Imaal Mamash, c'est un morceau d'Hachem à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais rentrer Hachem à l'intérieur de toi et en fait, ça réveille ta Neshama. Et une fois que tu tapes là-dedans, tu es, entre guillemets, invincible. Une fois que tu es aligné avec Hachem, c'est la force d'Hachem qui t'ouvre les portes. Donc là, on voit, c'est improbable, improbable que dans ce monde de la mode qui est tellement éloigné du spirituel, tu aies réussi à avoir en fait toutes les portes qui se sont ouvertes pour que tu puisses être exactement là où Hachem il t'attendait, que tu puisses être cette femme juive authentique à l'intérieur de ce monde de la mode. Ouais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment. Extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est que après, je me suis mariée, donc j'ai dit à Hachem, moi, je rêve depuis des années de me couvrir les cheveux. Alors oui, effectivement, c'est magnifique de dire tu vas te couvrir les cheveux, mais quand tu es en pantalon, voilà. Donc sa tchouva, elle arrive, la tignoute, elle arrive. Plus tard, Hachem, il m'envoie mon mari, et donc je me marie, et donc vient le lendemain du mariage, il faut que tu te couvres les cheveux. Et ça, j'ai dit à Hachem, je te promets, Hachem, il n'y a pas genre, tu montes, tu descends, je me couvrir la tête. J'ai jamais pris ce neder-là, mais je voulais tellement lui faire plaisir que je dis, je prends ça sur moi et même chez Chloé, je porterai la perruque. Il n'y a pas, parce que de toute façon, je ne peux pas y aller en foulard. Et donc, ma directrice artistique, je suis allée la voir. J'ai dit, écoute, je me marie, tu le sais, tu me fais ma robe, merci beaucoup. Mais sache quelque chose, c'est que j'ai pas envie de te faire la surprise. Les femmes juives, religieuses, orthodoxes, elles se couvrent les cheveux. Donc, il y a deux options. C'est soit je mets le foulard ou soit je mets la perruque. Moi, j'ai décidé de mettre la perruque. Et après, évidemment, ma relation avec le rabbi est arrivée. Je suis rentrée chez Chabad et maintenant je suis Chabad et je suis tellement heureuse vraiment avec le message du rabbi chaque jour. Et j'ai rêvé plein de fois du rabbi et j'ai été chez lui et je me suis rendu compte qu'il m'aidait, tu vois. Et, euh, et au-delà de ça, c'est que elle est rentrée carrément dans le processus de choix de ma perruque. Et quand tu arrives aussi à faire Voilà. entrer l'artistic director dans le choix de ta perruque, et donc j'allais en rendez-vous et elle me disait alors montre-moi ta perruque, truc, bon en anglais parce que c'était une américaine, elle me disait ok, show me the wig, tu vois. Elle m'a dit, genre, elle me disait au moins que je puisse la choisir, tu vois ce que je veux te dire, que je puisse avoir un droit de regard. Bon, bref, c'était pour rigoler parce qu'évidemment j'ai choisi celle que je voulais, mais et donc elle m'a dit non, non, celle-ci, etc. Donc on était d'accord. Et après, effectivement, je me suis couvert les cheveux. J'avais les cheveux très bouclés, très courts. Et donc, après, je suis arrivée avec une perruque longue parce que, bah, voilà, il fallait que j'ai une perruque qui m'aille. Et mes collègues, je me souviens, ils me regardaient. Personne n'a jamais osé me dire, est-ce que tu te couvres les cheveux? Et il y en avait même qui venaient me voir. Ils me disaient, t'as une poussière ici, tu sais, pour essayer de voir le lace. Et c'est marrant parce que, mine de rien, quand tu rentres à H&M avec toi, j'ai l'impression qu'H&M, il a fait une espèce de bouclier à tous les petits commérages, les choses. C'était tellement assumé que la chose, elle en est devenue belle. Exactement. Et Je pense que quand un juif, il marche avec Hachem, c'est-à-dire qu'Israël, ça veut dire ça. Il y a Sharkel, tu marches droit dans les voies d'Hachem. Quand un juif, il est là, il n'y a pas un non-juif qui va aller lui dire, attends, mais au contraire, limite, c'est ça en fait, être un Or être une lumière pour les nations. C'est aussi être aligné avec ce qu'Hachem il te demande. Et lorsque nous, les Juifs, on est alignés avec ce qu'Hachem il attend de nous, mais les nations, elles ne nous regardent pas en fait de travers. Et vraiment, c'est intéressant de voir. Et même pas que les nations, même moi aussi j'ai fait Teshuvah, je peux te dire que à partir du moment où tu assumes et tu marches dans la voie qu'Hachem il a construite pour toi, même si au départ c'est surprenant, mais quand on voit que tu es vraiment construite et que c'est vraiment toi, ben les gens, ils acceptent. Et ben au oui. contraire, ils accueillent. Et ce qui est incroyable, c'est que ce que je dis maintenant en conférence, quand je fais du rizouk pour les femmes, justement, c'est que je leur dis, on se met nous-mêmes nos propres échecs sur nos routes.
Si je dis que je fais Shabbat, il va me dire non, mon boss. Ah non, mais je peux pas y aller, tout le monde va me regarder. Mais qui te dit qu'il va pas te dire oui? Qui te dit qu'ils vont te regarder, ils vont te juger? Personne. Et c'est là où quand tu fais vraiment Dira Tartonim, où tu te dis, mais il n'y a pas, tu montes, tu descends, Hachem, il nous a créés. On est ses chéris, on est ses chouchous. Mais là, tu es carrément dans une autre dimension. Tu te dis, le monde, il a été créé pour ma perruque. Le monde, il a été créé pour ma mitzvah. Et en fait, tu rentres vraiment dans un profond amour pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a une histoire merveilleuse que j'ai envie de te dire. C'est que j'ai eu, donc, Baruch Hashem, j'ai 3 enfants. Et, euh, et quand j'ai annoncé mes congés, donc mes grossesses à ma boss, la première, c'était tout de suite, ah yeah, chambé, Mazal Tov, hyper cool, tata. Je suis rentrée, j'ai pris évidemment 3 mois de congé maternité, ça veut dire le minimum du minimum. Je suis rentrée, j'étais encore enceinte. Ok, cool. Et après, encore une fois enceinte. Et donc, à un moment donné, je dis à mon mari, il faut que je lui réannonce la grossesse. Il me dit, non, mais ça y est, c'est terminé. Même lui qui est hyper bitachon, il rabat, surtout que chapeau, il me dit, arrête, ma chérie, c'est fini pour toi. Et on a rigolé. Et donc, à tel point que j'ai carrément fait le Zoom pour lui annoncer ma grossesse pour lui dans ses bureaux parce que mentalement, je voulais être à côté de quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais. Et quand je lui ai dit à ma boss, Gabriela Hearst, qui est une personne, mais vraiment, mais que j'aime profondément, une femme, mais d'une générosité extrême, je lui ai dit, écoute, Gabi, I'm pregnant again. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Diane, please, Mazal Tov, bring more. Elle me dit comme ça, hein, please, bring more Jewish kids to the world. Oh là là. Et ça, pour moi, il n'y a pas. Ça veut dire que elle est là, c'est le message divin, c'est le message d'Hachem. Et moi, je vais, en pensant que je vais me faire virer, non, elle me fait une bracha, elle me dit, Diane, please bring more Jewish kids to the world. Mais quelle est cette beauté-là de femme? Et Hachem, il me transmet des messages et je me dis, mais waouh, à ce point-là, c'est ça faire dire à Tartonim, c'est ça faire rentrer Hachem dans ta vie, c'est que même ta boss, elle te dit ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est hyper important. C'est hyper important ce que tu dis, qu'on ne doit pas s'auto-limiter. On ne doit pas, avec son imagination, aller créer des scénarios où on se dit, ah non, mais là, c'est pas possible. Ils vont me dire ci, ils vont me dire ça. Qu'est-ce que mes parents vont dire s'ils me voient avec une perruque? Qu'est-ce que mon boss va dire si je lui dis, non, bah, Shabbat, excusez-moi, mais en hiver, bah, ça rentre à 4 heures, il faut que je parte à 2 heures. Non. Et Rabbi Nachman Ibresev, il nous dit, si on savait que tout ce qui nous a limité dans notre vie, c'est uniquement l'imaginaire, notre imaginaire à nous, nos pensées, en fait. Et quand tu fais, comme tu as dit, le dira Tartonim, quand tu crées cet espace pour Hachem dans ce monde, quand tu l'invites dans ta vie, quand tu le mets devant toi, quand tu marches main à main, main dans la main avec lui, bah, en fait, tout, tout s'aligne. Pardon. Tout s'aligne, tout est naturel, tout se fait de manière organique, entre guillemets, naturelle. Et ça, c'est hyper important de se le dire. Il y a pas, on n'a pas besoin d'aller s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Vas-y, mets Hachem devant toi et même parle-en avec ton boss. Parce qu'au final, quand tu es vraiment aligné, quand tu es vraiment émette, les personnes, ils peuvent rien dire contre le émette. Et c'est ça qui est beau, c'est que je me dis, regarde la différence. Quand tu es partie de chez Prada, tu étais en pièces, tu étais en 1000 morceaux parce que tu pensais que tu allais avoir une fin de carrière. Mais quand j'ai décidé de mettre Hachem vers moi, le vivre avec moi, le prendre avec moi, tout de suite, les portes de la réussite, du succès, de, de la bienveillance aussi avec ton boss sont nées. Et même au-delà de ça, c'est que à 2 jours de Purim, elle a lancé une collection sur la reine Esther. Ça veut dire qu'elle a même fait défiler la reine Esther sur les jaquettes, sur les bottes. On a sorti un défilé incroyable qui a hyper bien marché. Et elle m'a dit, j'ai envie de mettre l'histoire de la reine Esther dans Chloé. Et alors là, quand elle m'a dit ça, je me suis retournée, j'ai dit, Gabi, t'es sûre et tout? Et elle me dit, ouais, regarde. Et donc, il y avait différentes personnes, etc., dans le créatif. Et quelques jours avant le show, je suis donc en fitting room dans un espace clos avec les mannequins, les célébrités, on essaie, etc. Et à un moment donné, il y a le CEO de la maison, il y a certaines personnes du créatif, et donc Gabi et son bras droit aussi, Stéphanie, qui est là. Et elles se retournent et elles me disent, Diane, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la reine Esther? Et donc là,
Ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis retrouvée à faire un Dvar Torah sur la reine Esther. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que je l'avais suivi quelques jours auparavant, je l'avais écrit sur mon ordinateur, j'ai dit c'est extraordinaire ce qui est dit, ce qui est raconté. Hachem, laisse-moi la place de le raconter, il faut que je raconte cette histoire à quelqu'un. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Il le film, c'est le fou. rentrer dans mon univers professionnel. Il n'y a pas Kiddush Hachem. Tu veux faire entrer Dieu dans ta vie, voilà comment il rentre. Mais pas par la petite porte, il va te rentrer par de la beauté, par de la lumière. Parce qu'en fait, quand tu prends, tu vois, il y a un truc qui ressort aussi de toute l'histoire que tu m'as racontée, c'est que c'est aussi le self-esteem. Il y a quelque chose avec le self-esteem. Quand tu étais en banlieue, peut-être tu te sentais pas à ta place par rapport aussi, tu vois, à l'image que tu avais de toi. Quand tu es rentré chez Prada, finalement, tu n'as pas été traité dignement, avec dignité, avec même franchement avec humanité, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui, Et en totalement. fait, à partir du moment où tu dis à papa Hachem, Hachem, tu es mon roi, tu es mon père, donc je suis une Bat Mélard, je suis la princesse d'Hachem. Et là, du coup, tu te vêts, tu te vêtis, tu te vêts, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français, mais de ton habit royal, tu fais exactement pareil que la reine Esther, qui, au moment où elle est appelée dans la Megillah Malka, eh bien, en fait, c'est le moment où elle accepte son rôle de reine du peuple juif, pas de l'Empire perse. Et en fait, elle revêt ses vêtements royaux, et c'est ce qu'on fait quand on s'habille sniout. C'est ce qu'on fait quand on vit avec Hachem au-dessus de notre tête et qu'on se rend compte, mais en fait, c'est mon père, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui m'a tout donné. Et du coup, je deviens cette Bat Mélère et les gens, ils me regardent différemment. Parce qu'ils vont pas me regarder en sifflant dans la rue. Ils vont peut-être se dire, waouh, c'est cette femme, elle en jette, ou quelque chose comme, elle est digne, elle est royale. Mais je pense que c'est aussi un élément qui est super important en tant que femme juive, de se rendre compte que parfois on se dit, ah, moi je me souviens quand j'ai commencé à m'habiller de sniout dans ma early 20s, quand j'avais au début de mes 20 ans, euh, il y avait des gens qui me disaient, mais tu t'habilles comme une vieille grand-mère. Mais jamais tu vas trouver un mari habillé comme ça. Et pareil, quand j'ai commencé Tchouva, on m'a dit tu t'abrites comme une prof de Kodesh. C'est ça. Alors qu'en réalité, quand tu travailles dans la mode, tu vois que les tenues, je sais pas, Gucci, Prada, machin, il y a vachement de jupes midi. Il y a des jupes qui tombent en dessous du genou. C'est super élégant, c'est super chic, en fait. Et quand tu vois une fille comme Meghan Merkel, qui était en tant qu'actrice, elle était habillée très, pas du tout de sa noix, très comme n'importe quelle fille de la rue. Elle devient princesse et là, les photos, elles switch. Comment est-ce qu'elle s'habille? C'est Sniout. exact. En fait, c'est le vêtement qui correspond à notre âme. Et j'ai envie de te dire, tu sais, très souvent dans la chassidoute, on nous enseigne que le corps, c'est l'habit de l'âme. Et alors imagine, comment est-ce qu'on habille l'habit de l'âme? Comment est-ce qu'on habille notre corps? En fait, on devrait mettre quelque chose qui corresponde à notre âme. Parce que si on veut que notre âme, elle puisse se manifester dans ce monde, ben, en fait, il faudrait qu'on l'habille en accord avec, avec qui elle est. Et du coup, c'est pour ça que la tsniout, c'est tellement important. C'est pas un code qui restreint la femme, c'est pas un code qui doit faire que la femme, elle est pas belle, elle est pas vue, elle est pas... Non, c'est en fait, la femme, c'est une Bat c'est une fille du roi. Et donc, ben, on s'habille, on fait un switch de sa garde-robe parce qu'on veut être respecté en tant que fille du roi. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi un truc qu'on sent dans ton histoire. Bah, c'est ça. Mais même, j'avais écouté un jour le Rav Tutu qui disait un homme en costume ne va pas se comporter de la même manière le même jour si il s'habille en jogging. C'est-à-dire qu'un homme qui s'habille en jogging, même si c'est le même homme, tu vas pas te comporter pareil. Et c'est vrai que la tsniout, ça amène à vraiment cette idée de malchoute, c'est-à-dire en vrai de se dire, je m'habille, mais je suis l'ambassadrice d'Hachem sur cette terre. Et au début, tu as l'impression, parce que bah, toutes les personnes qui font tchouva et toutes les personnes, forcément, on va arriver dans un nouveau switch, dans un nouveau changement. Donc, il faut qu'on trouve le cap. Il faut qu'on garde et qu'on tienne les rênes. Ça va être difficile. Parfois, on va pleurer devant notre armoire. On va vouloir remettre nos jeans Levi's parce que moi, j'étais fan du jean Levi's 501 et je les ai mis tout au fond.
Et parfois, ça va être difficile et parfois, on ne sera pas bien habillé, mais on sera tsniout et on va devoir continuer pour trouver enfin notre style. Et une fois qu'on trouve notre style, ça y est, c'est fini. Tu montes, tu descends, tu te trouves. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à m'habiller tsniout, j'avais pas le comportement d'une fille tsniout. D'ailleurs, énorme quand même, c'est que quand je me suis mariée, donc je me suis mis directement en foulard le lendemain du mariage, en perruque. Et après, quand je suis allée sur la plage, bon bah, je me souviens que j'étais en maillot tsniout. Donc déjà, maintenant, bah, au Hachem, la plage, je la limite enfin, vachement, etc. Donc après, même, t'augmentes en khumra, etc. Mais quand je suis arrivée, je suis allée à la plage, j'étais en maillot tsniout. Déjà, pour moi, et foulard, c'était vraiment déjà extraordinaire. Et mon mari il me dit super et tout, on est à la plage de Tel Aviv et je commence à courir et à sauter dans l'eau, mais genre la tête la première, tu vois. Je plonge dans l'eau. Il me regarde de loin, genre en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mon foulard qui part de l'autre côté, etc. Genre ça veut dire il n'y avait rien qui n'allait, tu vois. Il me dit, mais Diane, t'es tsniout, tu peux plus faire ça. Et effectivement, j'avais l'habit, mais ma neshama, fallait encore la canaliser. J'avais pas encore ce comportement de fille tsniout parce que j'avais toujours été en. Qui n'était pas encore habitué, en fait. Le corps, il s'habitue. Et vraiment, voilà, après, c'est dompter ta neshama, tu vois. Et après, effectivement, plus tu vas être snooth, plus ça va insuffler de la gdoucha à ta neshama et plus ça va se révéler, en fait, tu vois. Et après, effectivement, maintenant, je pourrais plus jamais courir sur une plage et sauter tête la première, tu vois. Mais effectivement, au début, tu fais des trucs. Maintenant, on en rigole, mais c'est vrai que c'est normal. Ça veut dire que quand tu es dans un switch, tu as un changement. Au début, tu te retrouves pas, mais ce moment où tu vas vraiment être shalem avec toi-même, où tu vas vraiment être entière, ça va arriver. Il faut pas lâcher. Pas lâcher. Il faut pas lâcher et il faut y aller progressivement. Si une de nos auditrices aujourd'hui, elle se dit, tiens, ça m'a inspiré, j'ai envie d'avancer dans la tignoute ou je sens que je peux y aller, tu vois, je peux m'autoriser. Parce que parfois, on s'autorise pas. Eh ben, un petit conseil peut-être, Diane, pour que cette autorisation, elle se fasse de manière progressive. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette femme? Moi, je conseille vraiment de se dire, moi, je suis pas spécialement tu choisis un jour, etc. Peut-être si tu as envie de le faire, fais-le, mais juste, je pense que quand tu vas faire du shopping, moi, je demandais à Hachem, fais en sorte que je trouve un shopping tsniout. Ça veut dire, même dans ton shopping, il faut inclure Dieu. Et forcément, je lui disais, moi, j'ai envie d'être tsniout, mais il faut que tu me donnes les moyens de l'être, tu vois, c'est-à-dire de me donner accès à des pièces que j'aime vraiment. Et donc, effectivement, j'essayais de limiter lors de mes shoppings. Au lieu d'acheter un pantalon, j'ai essayé d'acheter une jupe, tu vois. Et comme ça, j'ai changé un peu ma garde-robe et effectivement faire un tri de ce que tu peux mettre, de ce que tu peux pas mettre et commencer à te dire, OK, allez, vas-y, c'est le moment en fait. Pourquoi est-ce que tout le monde y arrive et moi non? Et je pense, il faut être aussi conditionné à avoir envie parce que parfois on est énervé, parfois on n'a pas envie, parfois on est énervé auprès d'Hachem, il nous donne pas ce qu'il nous veut. Mais je pense sincèrement qu'à partir du moment où on commence à lui parler, où on commence à se dire, OK, je lâche tout maintenant, c'est toi qui gères, déjà, il faut vider son sac. Avant même de rentrer dans le truc des mitzvot, de vouloir faire bien, lâche ton sac, vide-toi, explique-lui, et maintenant, ça y est, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Mais tu peux pas rentrer dans la mitzvah sans Hachem. Déjà, tu lui parles, déjà, tu lui dis, OK, Hachem, je sais là, j'ai besoin de toi. On ouvre cette nouvelle page ensemble, tu m'accompagnes et on va réussir ensemble. Et à partir de ce moment-là où tu as ce mindset-là de dire je ne suis plus toute seule, je suis accompagnée, ta vie, elle change. Ok, magnifique, magnifique. Écoute, Diane, je te remercie infiniment. Vraiment, ce moment avec toi d'abord a été très agréable et je suis sûre que toutes nos auditrices apprécieront ce moment de vulnérabilité. Tu t'es ouverte, tu nous as vraiment partagé des moments très intimes de ton cheminement vers Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui te suivre? Je sais que les Françaises peuvent aller assister, tu fais des conférences, tu as un Instagram où tu parles et tu partages vraiment des choses merveilleuses. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? J'inscrirai dans le podcast tous les liens, bien sûr, et dans le magazine également. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui soutenir ta mission de vie? Eh bien, sur Instagram, ça c'est vraiment le canal principal parce que je suis pas sur TikTok, etc. Voilà, c'est peut-être une question d'âge aussi, mais voilà, je privilégie Instagram, là où vraiment je fais mes conférences. J'édite certains moments de mes conférences aussi. J'informe aussi les femmes. Et voilà, je me dis peut-être je vais faire, si Dieu veut, une chaîne YouTube. Enfin, je sais pas parce que
J'aime bien, en fait, j'ai pas envie d'être trop dans le digital parce que j'aime être à la rencontre des gens. Et quand tu es trop dans le digital, après, les gens ne font plus le déplacement et ne se déplacent plus. Et pourquoi? C'est pas une question que je veux les voir ou quoi, c'est une question que il se passe quelque chose. Quand on est face à face, quand on se parle, on se regarde dans les yeux, on se touche, on est ensemble, il y a quelque chose de divin qui est là. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est une bénédiction de les rencontrer. Donc, effectivement, voilà, je suis sur Instagram. C'est là où vous pouvez me suivre. Ok, super. Merci beaucoup, Diane. Merci infiniment.